Alors bonjour à tous, bonsoir, merci d'être présents pour cette nouvelle conférence. Le thème temps écran et jeux vidéo. Et en fait, c'est pour vous aider à faire les bons choix dans l'achat de jeux vidéo et notamment à l'approche des fêtes de Noël. Donc, je suis Justine Lorcelot, je suis responsable prévention à la Mutualité française, je suis référente addiction également et je vais laisser du coup Stéphane présenter SLV et se présenter lui-même. Merci Justine. Écoutez, bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints sur cette thématique. Donc moi je suis Stéphane Mansour, je suis référent pédagogique de l'association SLV, donc Sophia Loisirs et Vie. Nous sommes une association de médiation numérique qui est située à Valbonne. Alors, la médiation numérique, c'est quoi? Derrière ce terme, en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire qu'on va aider les gens qui ont des soucis avec leurs ordinateurs, leurs téléphones portables, à prendre en main leurs outils, hein, bien évidemment, mais surtout les usages. Un des exemples que j'aime bien donner, c'est vrai que c'est bien d'avoir une tablette, mais si c'est uniquement pour jouer à Candy Crush, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on essaye de montrer aux gens tout ce qu'il est possible de faire avec les outils informatiques aujourd'hui pour qu'ils puissent se sentir à l'aise avec leurs outils. Nous sommes également Maison France Service depuis 3 ans et à ce titre, nous aidons donc toutes les personnes qui viennent nous voir de façon gratuite dans leur démarche administrative en ligne, hein. Vous savez bien que maintenant, tout doit se faire en ligne, hein. Donc, on fait beaucoup de retraites, de cartes grises, tout ce qui se fait maintenant en démarche administrative sur Internet. Ce soir, moi, j'interviens particulièrement parce que je suis ambassadeur pour un site Internet qui s'appelle Pédagogeux, hein. J'aurai l'occasion de vous le présenter tout à l'heure lors du PowerPoint et également ambassadeur pour un autre site Internet qui s'appelle Internet sans crainte. Et à ce titre, nous intervenons sur demande des chefs d'établissement dans les écoles primaires et dans les collèges sur des thématiques telles que ce soir, le temps d'écran, mais également le cyberharcèlement, les bons usages sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça, c'est une grosse partie de notre travail aussi, hein, qui est également de la prévention, hein, comme disait Justine. J'ai également la chance de m'occuper de l'espace jeux vidéo à la médiathèque Collecte de Gare-de-Gère. Donc là, c'est assez sympa. Je joue aux jeux vidéo avec les enfants. J'essaie de faire en sorte que les parents jouent aux jeux vidéo avec leurs enfants. Et je suis moi-même joueur de jeux vidéo depuis plus de 30 ans, donc je connais un petit peu le sujet. Voilà pour ma présentation. Super. Donc, en fait, moi, je vais plus vous faire un petit focus santé. Et Stéphane, lui, ce sera vraiment plus sur la partie jeu qui, à mon avis, vous intéresse davantage. Mais on ne peut pas parler de jeux vidéo sans faire un petit focus pour qu'on ait quand même quelques pistes en tête, notamment sur la lumière bleue. Donc, en fait, la lumière bleue, c'est la partie de la lumière visible la plus énergétique et on dit qu'elle est HEV, à haute énergie visible. Et en fait, ça va être la lumière qui se diffuse le plus. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que le ciel est bleu. À l'état naturel, la lumière bleue, elle est plutôt bénéfique pour notre santé, hein, parce qu'elle va réguler notre horloge biologique interne. Et donc, les ondes bleu turquoise vont être considérées comme bénéfiques pour la santé. D'ailleurs, quand il y a du soleil, on se réveille. Enfin voilà, à la préhistoire, il n'y avait pas de réveil. On était réveillé grâce à la lumière du soleil, donc à l'état naturel. En revanche, les LED, donc des écrans, hein, que ce soit tablette, téléphone, ordinateur, télé, vont produire une lumière artificielle avec des pics de lumière bleue qui peuvent être là potentiellement nocifs. Et donc, les ondes bleu-violet sont considérées comme les plus néfastes. Donc, c'est aussi cette lumière-là, la lumière bleue, qui peut provoquer en tout cas des éblouissements. Et en fait, elle se situe pourtant juste à côté de la lumière bleue turquoise qui, elle, est reconnue vitale à l'organisme. Donc, vous l'avez compris, hein, la lumière bleue, elle a une particularité. Il s'agit de celle qui se diffuse le plus et qui éblouit. Et en fait, elle peut ainsi, à force de provoquer, à force de l'utiliser, provoquer des dommages à la rétine. Donc, avant tout, il est important quand même de rappeler qu'il ne faut pas diaboliser la lumière bleue. D'accord? C'est en réalité la surexposition qui pose problème. C'est l'exposition sans lunettes, par exemple, à la plage ou au ski, est tout aussi dangereuse. Juste, je fais une petite pause. Je vais vous demander juste de bien couper vos micros parce que j'ai un Petit écho. retour. Voilà.
Désolée. Donc, vraiment, hein, je le répète, c'est la surexposition qui va poser problème. Hein. On ne reste pas pareil sur le ski sans les lunettes à regarder la neige bien blanche avec la réverbération. On sait que c'est pas bon pour les yeux. Bah, là, c'est pareil, c'est la surexposition. Hein. Si ça ne dépasse pas 30 minutes par jour, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Au-delà, il faut effectivement prendre des précautions. Davantage d'ailleurs avec les enfants jusqu'à 14 ans hein, dont leur cristallin n'est pas encore totalement formé et donc de ce fait ils sont un peu plus sensibles que nous à l'éblouissement. Donc les bons gestes contre cette lumière bleue justement. Donc on fait des pauses toutes les 20 minutes. C'est bien. Alors, même pour vous, hein, là, ce n'est pas que pour les enfants, hein, même pour nous en télétravail, mettez-vous des petits réveils et toutes les 20 minutes, vous écartez un petit peu des écrans. Les patrons ne seront peut-être pas tous contents, mais nos yeux nous remercieront. On peut utiliser des applications qui diminuent la lumière bleue. Donc, vous avez Flux, alors Flux, F.lux, je ne sais pas comment vous le dites, Twilight, Darker, il en existe un panel. Sur vos smartphones, il suffit de cocher dans les réglages filtre anti-lumière bleue. On peut augmenter la taille des caractères. Vous pouvez aussi passer en mode dark mode. C'est en fait plutôt d'être en noir écrit sur blanc, préférez le blanc écrit sur noir. Vous pouvez faire des petits exercices orthoptiques pour les yeux. Alors ça, surtout pour les petits. Vous frottez vos mains, ça va faire de la chaleur. On les met après en coupe et on les pose sur ses petits yeux. Voilà. Il y en a sûrement d'autres, mais celui-ci, ça permet de faire reposer les yeux. Et on va surtout éviter également d'utiliser les écrans, quels qu'ils soient, dans les endroits sans lumière. Donc, le soir, quand on est dans notre lit et qu'on veut regarder notre téléphone, par exemple, eh ben, laissez toujours une lumière allumée. On passe sur la sédentarité. Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique régulière et 150 minutes d'activité physique modérée par semaine. Et donc, de passer moins de temps devant les écrans et plus de temps à pratiquer une activité physique. Les bienfaits de l'activité physique sont régulières, en tout cas sont nombreux. Hein. Moins de risque d'avoir des fractures, une plus grande capacité cardio-respiratoire, une plus grande capacité musculaire, une meilleure masse corporelle et des tissus sains. Les écrans n'entraînent pas toujours une discussion. Ils peuvent nous couper du monde extérieur. Ils ne nous font pas que rencontrer des personnes, mais au contraire, ils peuvent mettre une distance. Sachez, je pense que Stéphane vous en donnera peut-être, mais sachez qu'il existe certains jeux vidéo qui permettent de passer un beau moment tous ensemble, en famille, avec des jeux d'équipe, des jeux à plusieurs, qui peuvent être sympas à faire quand même. Nous l'avons vu avec la lumière bleue, hein, la lumière bleue régule notre cycle du sommeil. Donc, sa surexposition peut dérégler le cycle naturel et provoquer une fatigue parce que le soleil est régulé donc, par notre horloge interne, la mélatonine. Et en fait, la mélatonine, elle est synchronisée par la lumière et l'obscurité. Et en fait, si l'horloge interne est désynchronisée, toutes les fonctions, hein, la digestion, l'immunité, le sommeil sont désynchronisées. Donc, la lumière bleue des écrans perturbe cette horloge biologique et elle va stimuler le récepteur de la rétine qui va envoyer un message à l'horloge biologique de jour. Et donc, ça va retarder cet endormissement. Et donc, après, il peut y avoir une phase de retard de sommeil puisque notre cerveau dit c'est le moment de se réveiller, il fait jour. En tout cas, il y a aussi une étude, c'était l'université de Houston, qui a montré que la production de mélatonine va diminuer avec l'exposition à la lumière bleue. Et en fait, le simple fait de porter des lunettes ou de mettre des filtres anti-lumière bleue
Je crois que c'était 58% d'augmentation de cette mélatonine quand on portait ces lumières, ces lunettes ou ces filtres. Quelques conseils pour faciliter l'endormissement et un sommeil de qualité. On évite les écrans avant de se coucher. Alors, on dit 2 heures avant. Si vous pouvez faire plus, c'est bien aussi, mais on dit 2 heures avant. Utiliser des filtres ou des lunettes anti-lumière bleue. On respecte une distance avec les écrans dans la chambre, dans le salon, peu importe où. Et on évite dans les chambres à coucher et donc surtout pas quand c'est dans le noir, etc. La temporalité avec le numérique, c'est ce qu'il faut se rappeler, c'est que la gestion du temps est différente. C'est en illimité et immédiateté, c'est-à-dire que l'espace-temps est différent, donc il va falloir remettre des repères. On met des alarmes pour signifier la fin du jeu, par exemple, pour justement éviter le fait que même pour nous, hein, si on est devant, par exemple, Netflix où tout s'enchaîne, on peut très bien ne pas voir qu'on a dépassé un temps qu'on s'était donné. Donc, mettez des petites alarmes, notamment pour les plus jeunes, parce que de leur dire quand la petite aiguille ou la grande aiguille est là, déjà, nous, on est pris par le temps et on ne va pas spécialement se rendre compte que l'aiguille finalement a dépassé. Tandis que quelque chose qui sonne, ça nous permet de se dire, bon, bah, là, il faut arrêter. Même si on est dans le jeu, on n'a pas fini jusqu'à ce qu'on puisse aller sauvegarder. Au moins, on sait qu'on a passé le temps. Donc, l'illimité, l'immédiateté, on peut le contrer en mettant des alarmes. Et cette disponibilité 7 jours sur 7, ce qui se passe en fait, c'est que l'ennui n'existe plus. Et donc, le fait quand vos enfants vous disent je m'ennuie, il faut quand même leur dire c'est bien. C'est bien de s'ennuyer parce qu'en fait, ça permet de se concentrer sur autre chose, essayer de trouver autre chose pour éviter l'ennui. Et en fait, donc cette disponibilité 7 jours sur 7 aussi ferait que la concentration est en baisse. Puisque tout leur vient, ils vont plus chercher, etc. Et ils savent aussi qu'ils peuvent avoir l'info assez rapidement. Donc, voilà. Voilà, en tout cas, pour ma partie, je l'ai fait très rapide parce que je sais que l'important, c'est ce qui vient après avec Stéphane. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et je m'empresserai de les poser à Stéphane. Merci Justine pour cette présentation côté santé. Juste pour ce que tu disais sur la fin, là, j'ai entendu hier, je crois qu'ils font la même dictée depuis une trentaine d'années et ils essayent de mesurer l'écart type sur les résultats et ils se rendent compte qu'effectivement le nombre de fautes a augmenté, mais ce n'est pas parce que les enfants ne connaissent plus l'orthographe, mais c'est effectivement parce qu'ils n'arrivent plus à se concentrer et que voilà, donc ils font plus de fautes. C'est assez incroyable. Donc, je vais commencer ma partie. Donc, je voulais vous présenter donc déjà notre axe d'expertise ici à l'association SLV. C'est que nous sommes ambassadeurs pédagogiques. Donc, Pédagogieux, c'est un site qui existe depuis 2018 et qui accompagne les parents justement sur tous ces axes qui touchent le jeu vidéo. Ça va être la bonne pratique, l'accompagnement des enfants, la signalétique PEGI sur laquelle on va revenir qui est très importante, mais effectivement aussi d'autres axes comme le contrôle parental ou les temps de jeu. Donc, je vous mets, je l'ai écrit là, mais je vous le mets également dans le chat. Hein. Vous pouvez aller sur ce site, vous allez trouver une mine d'informations, notamment sur le contrôle parental. On va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire un contrôle parental pour une PlayStation, hein, ce qui n'est pas évident à trouver, mais également comment est-ce qu'on va pouvoir réduire les plages Wi-Fi, par exemple, de sa Livebox. Hein. Donc, vous pouvez aller sur ce site, il est très bien fait. Et notamment, vous avez un moteur de recherche qui va vous permettre, en fonction du jeu ou des jeux auxquels jouent vos enfants, tout de suite en tapant le nom, eh bien, de vous retrouver devant la fiche de ce jeu vidéo et de savoir à quel âge il est destiné et sur quelle fiche PEGI il va être. Donc, c'est vraiment un site qui est vraiment très bien. Je vous le mets dans le chat. N'hésitez pas à le consulter. Donc, Pédagogieux.
Voilà, je l'ai mis sur le chat. Donc, vraiment, ce site est très bien fait. Il y a quelques rubriques, mais vraiment sur tout ce qui concerne la parentalité numérique qui peut vous aider, notamment sur la gestion des jeux vidéo et la façon dont les parents peuvent essayer de comprendre à quoi jouent leurs enfants et pourquoi ils jouent surtout aussi, hein. Il faut comprendre que c'est un ensemble. Là, ce n'est pas uniquement un enfant qui joue à jeux vidéo, mais s'il joue aux jeux vidéo, c'est qu'il y a bien quelque chose qui l'attire dans ce jeu. Donc, on va passer à la suite. Alors, j'ai repris quelques chiffres hein, qui me semblaient importants. Donc, il faut Alors, quand même… Ouais. je te coupe juste, Stéphane. Mm. Je pense qu'on répondra à Niam Kogan, Oui, voilà, qui se pose la question de combien d'heures d'écran par jour max pour des enfants de 5 ans et 7 ans. Donc, oui, juste pour le garder en tête. pour garder en tête. Je te remercie. Donc, oui, quelques chiffres hein, qui me paraissaient importants, donc, notamment sur la proportion des enfants qui jouent aux jeux vidéo. Donc, imaginez 96% des 17 ans qui jouent aux jeux vidéo. C'est quand même un chiffre qui est assez incroyable, hein, en sachant que maintenant, il y a de plus en plus également de filles qui jouent aux jeux vidéo. Il y a quelques temps, on avait beaucoup de groupes de garçons, et maintenant, on a quand même beaucoup de filles qui jouent également aux jeux vidéo. Donc, 7 parents sur 10 surveillent la pratique des jeux vidéo, hein, ce qui est quand même un bon chiffre, hein. C'est quand même bien. Et 3 parents sur 10 utilisent le contrôle parental. Sur le contrôle parental spécifiquement, je sais que ça peut être une bonne solution pour certains parents, mais sachez que toujours, hein, les enfants sont un peu plus malins. Si vous mettez des contrôles parentaux en place, ils arriveront toujours à dévier et à arriver à passer outre. Donc, nous, on est toujours là pour privilégier, bien évidemment, le dialogue avec vos enfants plutôt que de mettre des contrôles parentaux qu'ils arriveront à déjouer sans aucun problème. Ce qui est intéressant, ce que j'essaie de faire à la médiathèque, lorsque les parents y viennent, souvent ils viennent chercher des livres avec leurs enfants et ils voient qu'il y a une console de jeu et l'enfant a envie de jouer et ils me laissent l'enfant en disant bon, bah, il fait une petite partie, moi je vais choisir les jeux. Donc moi je rattrape les parents et je leur dis bah non, attendez, prenez un petit temps et puis faites une petite partie de Mario Kart avec votre enfant, essayez de faire un petit circuit. C'est quand même intéressant de partager une passion que l'enfant aime bien. Quand l'enfant va parler d'échecs, les parents vont être contents. Mais des fois, quand ils parlent de jeux vidéo, ils le sont moins. Alors que pour eux, c'est une passion comme une autre. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est important que les parents, même s'ils ne veulent pas partager, en tout cas, s'intéressent aux jeux vidéo et s'intéressent aux jeux vidéo auxquels leurs enfants jouent. Donc, effectivement, il y a beaucoup de parents qui jouent avec leurs jeux vidéo, avec leurs enfants, donc soit pour partager l'activité, pour le fun, parce qu'on a aussi beaucoup maintenant de personnes de ma génération qui ont des enfants et qui aiment bien jouer aux jeux vidéo parce que c'est des anciens joueurs. Mais vous voyez, on a aussi 44% des enfants qui demandent à ce que leurs parents jouent avec eux. C'est vraiment une demande de leur part. C'est quelque chose qu'ils ont envie de partager. Tout comme vous emmenez, vous, vos enfants, faire une promenade en forêt, bah, eux, ils ont envie que vous jouiez le soir un petit peu avec eux ou le week-end, hein, pas forcément le soir. D'autres parce qu'ils aiment jouer et d'autres, ça c'est intéressant également, bah, pour pouvoir surveiller le contenu. Effectivement, si votre enfant est en train de jouer dans une pièce, dans le salon, vous passez juste derrière lui, vous allez voir le jeu vidéo vite fait, quelques captures d'écran de vos yeux, mais vous n'allez pas savoir le contenu. Quelle est la mécanique du jeu? Donc, c'est important effectivement de pouvoir cibler à quel type de jeu vos enfants sont en train de jouer. Parce que voir juste une cinématique, ça ne va pas du tout refléter peut-être tout ce qui se passe sur un jeu. Il faut bien comprendre que maintenant, un jeu vidéo, hein, c'est un scénario complexe. C'est des jeux qui vont pouvoir se jouer sur plusieurs dizaines d'heures. Donc, on ne peut pas voir juste en passant devant la télé ce qui se passe sur un jeu qui peut durer comme ça sur plusieurs jours, voire plusieurs mois. Donc, c'est important effectivement de s'intéresser pour les parents déjà, pour avoir également un dialogue au type de jeu auquel jouent leurs enfants. Alors, j'avais préparé quelques petites questions puisque on va voir un peu les parents, votre culture vidéoludique. Et je vais vous poser quelques petites questions et vous allez répondre pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, dans le chat. Et on va reprendre un peu la typologie des différents types de jeux vidéo. C'est important de connaître, effectivement, il y a quelques types de jeux vidéo qui sont classés et on va voir si vous les connaissez. Donc, si je vous dis, pour vous, qu'est-ce qu'un FPS?
donc un jeu vidéo de type FPS. Est-ce que certains parents peuvent essayer de me répondre dans le chat? Ah, déjà, première personne, merci Andrews. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bon, là, je vois que j'ai commencé par une question facile, hein. Ah, il y a quand Donc, même quelqu'un qui dit aucune idée. voilà, Je me disais, ça a exactement. l'air tellement simple. Pas d'idée. Il Donc, y en a quand même qui n'ont pas d'idée. Merci. donc, le FPS, c'est ce qu'on appelle le first person shooter, c'est-à-dire qu'on va se voir, on voit notre personnage avec son fusil, hein. On ne voit pas le personnage, on voit uniquement le fusil, hein. Ce sont donc souvent des jeux de guerre, hein, jeux militaires, hein, donc où on est là et on tire, on voit uniquement son fusil. Donc, first person shooter. Donc, les plus connus, ce sont les jeux tels que Battlefield ou Call of Duty. Donc, ce type de jeu se joue surtout chez les ados, entre 12 et 16 ans, hein, 12-18 ans. Donc, des jeux qui sont de plus en plus réalistes et qui sont vraiment, je dirais, qui ont une vraiment haute intensité. C'est-à-dire que c'est des parties où on peut se retrouver à des centaines de joueurs sur des maps sur lesquelles on va s'entraîner, qui vont développer quand même une certaine connaissance chez l'enfant, parce que pour pouvoir gagner, il va falloir connaître la map à fond. C'est-à-dire derrière quoi je vais pouvoir me cacher, de où je vais pouvoir faire un petit coup de sniper. Donc, c'est vraiment des jeux qui demandent quand même un certain apprentissage, hein. C'est des jeux où il faut vraiment s'entraîner, hein. C'est pour ça que c'est des jeux qui prennent, dans la catégorie de ceux que je vais vous citer, beaucoup de temps. C'est-à-dire que les parties sont très longues, on peut se faire tuer, c'est-à-dire que ça va durer 10 secondes, mais on va ressusciter et on va pouvoir continuer comme ça pratiquement indéfiniment jusqu'au moment où on décide de quitter la partie. Donc, le premier, FPS, pour ceux qui avaient la bonne réponse, First Person Shooter. Donc, si je vous dis le deuxième, RPG. Donc, bien évidemment, c'est souvent, ça vient d'Angleterre ou des États-Unis. Je vois qu'il y a une personne qui… Anders est au taquet. Je pense que Anders est un gamer lui-même. Bon, il y en a Donc, beaucoup qui ne savent pas aussi. voilà. Donc, le RPG, c'est les role-playing games, hein, c'est-à-dire c'est ce qui a déroulé des anciens jeux de rôle. Tout simplement, hein, pour ceux qui avaient l'habitude de jouer à Donjons et Dragons, on a numérisé ces contenus et c'est devenu en fait des jeux de rôle en ligne avec des quêtes. On va être avec une équipe, hein, quelqu'un va être un gnome, un autre va être un nain, et on va devoir s'allier ensemble pour aller chercher un butin, pour aller délivrer la princesse, hein. Bien sûr, je dis ça, c'est facile, mais maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, les missions, les scénarios, les scénarii sont devenus beaucoup, beaucoup plus complexes que ça. Donc ça, c'est aussi un deuxième type de jeu sur lesquels les enfants peuvent passer beaucoup de temps parce que ce sont des mondes souvent immenses sur lesquels on va devoir trouver des items avant de pouvoir progresser dans le jeu. Donc, c'est également des jeux qui demandent énormément d'investissement, hein. Quand je parle d'investissement, c'est de temps pour pouvoir faire améliorer son personnage, donc c'est-à-dire améliorer ses capacités, trouver des armes qui vont être plus puissantes pour pouvoir arriver au bout du jeu. Donc là, quand on parle de ce type de jeu, on peut parler de centaines d'heures avant de pouvoir être à la fin de ce jeu. Donc, role-playing game. Si je vous dis un qui est un peu moins connu, les MOBA. M-O-B-A. Ah, celui-là. C'est l'enfer, ça, nous dit Anders. Alors, ce type de jeu se rapporte plus spécifiquement à tout ce qu'on va appeler l'e-sport. Donc, ça veut dire multiplayer online battle arena. Voilà, arène de bataille. Donc, du type League of Legends. Donc, sachez qu'en Corée, ces jeux font un tabac, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des tournois, c'est retransmis à la télé. Les tournois se déroulent dans des stades avec 60 000 personnes. C'est vraiment des jeux qui sont, dans certains pays, au Japon, en Corée, les personnages, ceux qui jouent à ce jeu, c'est des stars. Ils sont reconnus dans la rue. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui sont typiquement liés à ce qu'on appelle l'e-sport, hein. Donc vous savez que maintenant, l'e-sport s'est beaucoup développé, hein. Même en France, on a des équipes qui sont là qui sont sponsorisées par les fabricants de jeux vidéo, mais également par les fabricants de matériel informatique. Et on a des équipes françaises qui gagnent à certains types de jeux comme ça. Donc, MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. Anders nous dit que ces arènes de bataille, il faut vraiment les contrôler pour les enfants de par la toxicité des communautés qui y jouent. Donc, Effectivement, hein, effectivement. tous ces types de jeux sont des jeux online. Donc, effectivement, dès qu'on est en online, il va y avoir des communautés, il va y avoir des groupes, et il y a beaucoup d'affrontements qui se font entre ces communautés, et avec souvent beaucoup d'insultes les unes envers les autres, hein, parce que derrière, il y a Il n'y a vraiment… pas de modérateur, hein. Il n'y a pas de modérateur, exactement, hein, c'est sûr, hein, il n'y a pas de modérateur. Donc là, c'est aussi des jeux
effectivement, là, je vous présente ceux qui peuvent poser quelques petits problèmes. Alors, prochaine énigme, les RTS. RTS. Oh, Leander, c'est à fond. Donc là, on va parler de jeux de stratégie en temps réel. Là, comme exemple, je vais vous parler de StarCraft ou de Age of Empires. Donc ça, c'est des jeux qui prennent également énormément de temps parce qu'on va partir avec une civilisation qui est à la base, qu'on va devoir faire évoluer, qu'on va devoir faire grandir, avec lesquelles on va devoir trouver des ressources, des arbres, du minerai pour pouvoir construire autre chose. Et une fois que notre civilisation elle est arrivée à certains niveaux, on va pouvoir aller affronter d'autres civilisations qui sont situées sur la carte. Donc là également, déjà, un long temps de construction dans le jeu avant de pouvoir aller attaquer d'autres personnes. Donc là aussi, c'est des jeux qui prennent énormément de temps. Est-ce que ce jeu Voilà. est en ligne, ce genre de jeu? Oui, bah oui, tout à fait. Age of Empires, on peut y jouer également en ligne. De toute façon, maintenant, tous les jeux sont online, hein. Il y a vraiment très peu de jeux qui ne le sont plus. Et le dernier, le plus difficile, le MMORPG. Alors, je ne vais pas vous le faire en anglais. MMORPG. Donc, ceci, c'est les jeux de rôle. Donc, on reprend le terme RPG qu'on a vu tout à l'heure, mais ceux-ci se jouent en ligne et massivement, c'est-à-dire des milliers de joueurs ensemble. Pour moi, ce sont les jeux qui sont le plus addictifs, hein. Donc, le plus connu, c'est World of Warcraft. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui ne s'arrêtent jamais. Il se passe toujours quelque chose dans le jeu et on fait partie d'une communauté. C'est-à-dire qu'on va être appelé pour se réunir, pour pouvoir faire des batailles ensemble à une certaine heure. Donc, ça peut être une heure de la nuit, souvent parce que les serveurs américains, c'est la nuit quand les gens sont aux États-Unis en train de jouer. Et donc là, on est toujours happé par le jeu parce que si on se déconnecte, on a l'impression qu'on va perdre du contenu, qu'on n'a pas aidé sa communauté, qu'on les a laissés tomber. Donc pour moi, ceci, c'est vraiment les jeux sur lesquels les 16-18 ans vont vraiment avoir des difficultés parce qu'une fois qu'ils se sont mis dedans, ils vont vraiment avoir du mal à s'en sortir. C'est pour moi un des jeux les plus addictifs dans ce sens-là. Et pareil, on a un personnage qu'on va faire grandir pendant peut-être plusieurs années. Et lorsque un jour, malheureusement, ce personnage va mourir, il va pouvoir faire ressentir chez l'enfant un manque. Et il y a eu même des enfants qui se sont suicidés dans la vraie vie parce que le personnage qu'ils avaient fait grandir pendant 5, 6, 7, 8 ans est mort dans le jeu. Donc là, il y a vraiment en plus vraiment, ça devient notre personnage, hein. C'est un autre personnage de notre vie. Souvent, ces jeux-là, c'est des enfants qui, effectivement, des fois, ne sont pas bien dans leur vie réelle. Et lorsqu'ils sont dans ce jeu-là, ils ont leur personnage qui est fort, c'est un guerrier. Ils arrivent à faire des missions, ils arrivent à être avec des gens, à faire partie d'une communauté, chose qu'ils n'arrivent pas à faire dans la vie, des fois, de tous les jours. C'est pour ça qu'ils sont complètement happés par ce jeu. Et ce n'est pas comme un jeu où, en fait, on va appuyer sur la PlayStation et le jeu va s'arrêter. Là, on se reconnecte et il se passe toujours quelque chose. Toujours. Donc, c'est pour moi un des jeux qui est vraiment, je dirais, le plus addictif dans le monde des jeux vidéo. Donc, n'oubliez pas ce terme, hein. Si vous entendez World of Warcraft et que vous voyez que vos enfants jouent à ça, il faudra vraiment veiller au temps de jeu sur lequel ils sont dessus, hein. Écoutez, merci pour les réponses. Alors, Alors, attends, il y a… Ouais. Ce qui me vas-y. désespère, c'est que les jeunes préfèrent jouer en ligne que d'avoir des relations humaines de face à face. Comment développer leurs compétences sociales pour vivre en communauté, en société? En quoi ces jeux développent leurs compétences sociales? Y a-t-il un côté positif à ces jeux? Alors là, beaucoup de questions. Alors, la Ça, première, c'est développer leurs compétences. Alors, donc, bon, le constat, c'est qu'ils préfèrent donc jouer en ligne. Alors, comment développer leurs compétences sociales, donc psychosociales, je pense, ou que sociales, je ne sais pas, pour vivre en communauté, en société? Alors, il faut savoir que certaines personnes, donc, notamment sur ce type de jeu World of Warcraft, sont peut-être des personnes, des jeunes qui effectivement ont du mal avec la vie en société, les relations en société, mais qui sont à l'aise en ligne sur ce jeu. Donc, certaines études ont montré que des jeunes qui étaient vraiment très, très timides dans la vie étaient en fait les meneurs dans le jeu.
c'est-à-dire qu'ils avaient créé leur communauté et que c'était eux qui décidaient à quelle heure on allait attaquer tel endroit, etc. Et certaines entreprises américaines ont recruté sur je dirais cet aspect en disant, bon, ben voilà, vous jouez aux jeux vidéo, mais qu'est-ce que vous faites dans le jeu vidéo? Est-ce que vous êtes un joueur passif ou est-ce que vous avez créé une communauté, des choses comme ça? Donc, effectivement, alors pourquoi vivre hors dehors de la société? Ça, c'est un autre sujet, je dirais. Mais sachez que quand même, le jeu vidéo développe des compétences sociales au sein du jeu vidéo. Alors, ça peut paraître assez incroyable, mais effectivement, il y a quand même une certaine entraide, notamment dans ce type de jeu, où on va aider les uns les autres, hein. Donc, il se passe quand même, il y a une vraie vie dans le jeu vidéo. Ce n'est pas simplement un jeu vidéo. On n'en est plus au jeu vidéo où on est devant un écran et il se passe quelque chose. Là, on est dans des mondes totalement immersifs où on est toute la journée ou toute la nuit avec une centaine de personnes qu'on va revoir tous les week-ends, toutes les nuits, et ça pendant 2, 3 ans. Donc, il y a quand même une véritable socialisation derrière ce point. Et est-ce que donc, du coup, tu peux nous dire les côtés positifs de Bah, ces jeux? oui, bah, je pense que après, hein, toujours si on est dans l'excès, hein, on en reparlera. Mais je pense qu'après, il faut effectivement, ça peut être un biais pour effectivement dire à son enfant, bon bah écoute, dans le jeu, tu arrives à faire plein de choses. Donc maintenant, il faudrait que tu arrives aussi à faire la même chose, mais dans le monde réel. Hein, essayer de transposer toutes ces qualités. Quand tu me parles du jeu vidéo, tu me dis que quand tu es dans le jeu vidéo, tu es un meneur, c'est toi qui arrives à créer une communauté, à fédérer. Hein. Fédérer, c'est souvent un terme qu'on entend dans le jeu vidéo. Donc, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à le transmettre dans la vie réelle? La vie n'est pas un jeu. Oula, ça commence à aller trop vite. Ouais, alors je te dis, oui, mais la vie n'est pas un jeu de vidéo et les êtres humains sont imprévisibles. Il faut savoir parler, négocier, faire du compromis. C'est clair on a parlé effectivement de dialoguer, hein. Et alors, il y a un autre commentaire. Pour moi, en plus de cet aspect de se sentir bien dans le monde du jeu, il y a le côté financier immense contre lequel nous tentons de nous battre. Les sociétés investissent des milliards et sont donc une force difficile à lutter contre. Alors ça, sur ce point-là, on va y revenir plus particulièrement. Quant au premier point, il faut savoir parler, négocier, faire du compromis. C'est également ce qu'on fait dans le jeu vidéo, parce que quand on doit gérer des communautés, eh ben, il va falloir aussi faire des compromis, négocier également avec d'autres, je dirais, d'autres civilisations, hein, même si elles sont virtuelles. Mais dans le jeu vidéo, cet aspect qui est dans le monde réel existe également. De toute façon, on rappelle qu'il faut accompagner, hein, les primo-arrivants sur les écrans et donc là, les jeux vidéo. Il va falloir se dire que là, en l'occurrence, les jeux vidéo, mais ça marche avec tous les écrans, il va falloir accompagner son enfant ou son jeune ado, enfin, je ne sais pas à partir de quand vous accepterez qu'ils aient droit aux écrans, au même titre que vous accompagnez votre enfant pour faire un sport collectif. Par exemple, il veut faire du foot, vous allez chercher l'entraîneur, vous allez l'accompagner à ses entraînements, vous allez aller le voir à un match. S'il revient avec un œil au beurre noir, vous allez demander pourquoi il a un œil au beurre noir à l'entraîneur. Bah là, pour tout ce qui est écran, c'est pareil. Il va falloir accompagner les plus jeunes, ou en tout cas les primo-arrivants, sur toutes ces questions de santé, sur toutes ces questions enfin, sociales, voilà, toutes ces questions qui font que à la fin, ce seront des joueurs ou des personnes sur les écrans avec un usage raisonné, avec voilà, la bonne façon de jouer, la meilleure façon de jouer, si tant est qu'il n'y en ait qu'une. Voilà. Ok, bah écoute, on va passer à la suite si tu veux bien, Justine, et on va taguer donc la signalétique PEGI. Donc je rappelle, donc ça veut dire Pan European Game Information. Donc c'est ce qu'on trouve sur toutes les jaquettes ou également quand on achète un jeu sur Internet, ce qu'on doit trouver sur toutes les jaquettes de jeux vidéo. Donc une signalétique qui va indiquer un âge. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que c'est la jouabilité ou la dextérité que l'enfant va rencontrer dans le jeu, mais la recommandation de l'âge pour lequel il doit y jouer. Et surtout, on va retrouver des pictogrammes qui lui sont associés, hein, c'est-à-dire qu'on a les deux toujours. Donc, le pictogramme langage grossier, le pictogramme online, le petit pictogramme avec l'araignée, celui qui fait peur, celui qui représente la drogue. Ça veut dire que dans le jeu vidéo, on va voir des personnages qui utilisent de la drogue ou des drogues. La violence. Alors, sur la violence, je vais l'expliquer un peu mieux. C'est-à-dire que la violence, vous allez le voir pratiquement sur toutes les pochettes de jeux vidéo, même sur un Mario Kart ou un Super Mario.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait des déclinaisons. Si je prends par exemple le PEGI 7 avec violence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la violence, elle va être ni réaliste ni détaillée. Si je prends ce même pictogramme violence sur du 12 ans, ça veut dire que la violence, elle va avoir lieu dans un monde encore imaginaire ou avec des personnages qui sont un peu cartoon. Si je reprends ce même petit pictogramme violence sur du jeu 18 ans, là, on va avoir de la violence qui va être sur des personnages qui sont tout à fait humains et avec souvent du sang. Et Donc, très explicite. voilà, c'est très, très explicite. Voilà, donc tous ces pictogrammes peuvent être sur chacun des boîtiers, mais avec à chaque fois un degré tout à fait différent. Donc, ensuite, discrimination, c'est-à-dire que dans le jeu, il va y avoir une discrimination envers une communauté. Jeu de hasard, c'est-à-dire que dans le jeu, on va trouver un bar où on va pouvoir aller jouer à une machine à sous, on va pouvoir faire un billard. OK. Nudité, on va avoir soit des scènes de nudité ou des scènes à caractère sexuel dans le jeu vidéo. Et pour la personne qui nous disait tout à l'heure l'argent, donc le dernier pictogramme qui a été ajouté il n'y a pas très longtemps, qui est le pictogramme avec la carte bleue, qui signifie que dans le jeu, il y a Il y a des achats. possibilité d'achat, hein, donc bien évidemment avec la monnaie virtuelle du jeu, mais qui, elle, par contre, a été payée avec des euros sonnants et trébuchants. Juste, vu que j'étais à la fin du descriptif, il y avait Uber, pardon, hein, qui demandait, mince, du coup elle est partie, qui demandait, peut-on en conclure que les jeux les plus addictifs et sollicités sont des jeux de guerre? Alors, pour moi, je dis pour moi le plus addictif, c'est les MMORPG, mais on va dire que de toute façon, si on regarde pour les adolescents, la plupart des jeux, il faut faire la guerre. Que ce soit le FPS, le RPG, le MMORPG, c'est toujours la même chose, on fait la guerre en fait. Donc ça, c'est le biais final du jeu vidéo, c'est surtout que des jeux de guerre. Je ne sais pas si c'est les plus addictifs, mais en tout cas, c'est ceux qui prennent pour moi le plus de temps. À part les jeux FPS où franchement, bon, une partie, ça peut durer 10 minutes parce qu'on meurt, on renaît, et puis quand on en a marre, on éteint. Mais les autres qui durent peuvent durer sur plusieurs années. Anders, notre gamer du soir, de ce soir, nous dit qu'il est très important de suivre les PEGI. Après, il ne faut pas diaboliser les jeux vidéo. D'une manière générale, les jeux vidéo aujourd'hui ont la même valeur de divertissement que le cinéma ou qu'un livre, avec une implication supplémentaire due au fait que l'on dirige un personnage. Tout à fait. L'accompagnement est essentiel, mais la plus-value du média est réelle. Mais de toute Euh, façon, et, pardon. Vas-y, Et juste, excuse-moi. excuse-moi, il y a Marichk qui dit que Minecraft n'est pas un jeu de guerre, avec un Alors, smiley c'est pas un jeu de qui guerre, va mais avec. il y a quand même des modes où on tue des zombies, où on tue tout ce qui bouge. Mais je connais bien Minecraft également. Pour revenir, ne vous inquiétez pas, Anders, je terminerai sur les bonnes notes du jeu vidéo parce que je ne suis pas du tout dans la diabolisation du jeu vidéo. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'apports qui sont positifs pour les enfants dans le jeu vidéo. Alors, on va continuer et je vais vous parler d'un point d'attention également, notamment qui va revenir sur ce problème de l'argent, qui sont les loot box ou coffres à butin. Donc, ce sont des objets qui sont présentés dans le jeu vidéo sous forme de coffre. Mais en fait, quand on va acheter le contenu, on n'est pas sûr de savoir ce qu'il va avoir à l'intérieur. Alors, bien sûr, on va pouvoir avoir la dernière arme, la super tenue qui va nous protéger. Mais par contre, on va pouvoir peut-être acheter 500 coffres sans qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Le problème de ce type d'achat, c'est on va catégoriser ça comme des loteries, en fait. Et ils se sont rendus compte que les enfants qui avaient l'habitude de jouer sur ces loot box, dès qu'ils avaient 18 ans, ils avaient plus de facilité à passer directement sur des jeux de grattage, par exemple, hein. Ça les met déjà un petit peu dans le conditionnement de jeux de grattage. Donc ça, c'est vraiment très pernicieux, je dirais. D'autant plus que certaines entreprises, donc comme disait la personne, qui ont des milliards, créer des jeux vidéo où l'enfant, pour pouvoir évoluer dans le jeu vidéo, il va être obligé d'acheter des loot box. C'est-à-dire que s'il n'en achète pas, il n'évoluera pas dans le jeu. Fortnite, Ouais, mais en par beaucoup de exemple. jeux, bien sûr, ouais, il y en a beaucoup d'autres, hein. Mais sachez que, par exemple, en Belgique, ils ont décidé que pour tout ce type de jeu où il y avait des loot box, il y aurait un PEGI 18. Ce n'est pas du tout le cas en France. Et certaines entreprises américaines ont été condamnées parce qu'elles avaient carrément créé une intelligence artificielle qui arrivait à s'adapter à la façon dont jouait l'enfant
pour le bloquer et faire en sorte qu'il soit obligé d'acheter ses coffres à butin. Donc là, effectivement, on est dans le côté très pernicieux et très mercantile du jeu vidéo, d'autant plus que ce type de jeux sont souvent des jeux qu'on appelle free-to-play, c'est-à-dire que le jeu est gratuit au départ, mais finalement, quand on veut après pouvoir évoluer dans le jeu, on se rend compte que malheureusement, c'est plus aussi gratuit que ça. Donc ça, faites attention aux loot box. D'ailleurs, sur les loot box, il y a même certains YouTubeurs qui ont essayé sur YouTube. Vous pouvez trouver des vidéos où vous tapez loot box et puis le nom d'un jeu. Et le YouTuber a essayé et a acheté des fois 500, 600 coffres et a rien trouvé d'extraordinaire dedans. Donc c'est assez incroyable. Alors là, pour les gens qui nous suivent, je vais vous faire un petit exemple de pochette et vous allez nous répondre. Donc là, je suis parti sur le jeu qui s'appelle Call of Duty Black Ops. Et selon vous, quelle signalétique PEGI figure sur ce jeu? Donc, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, si vous voulez bien, avant qu'on mette la réponse? Donc, vous nous donnez l'âge et les différents… Alors, l'âge, OK, et les différents pictogrammes également qui pourraient s'associer à ce jeu. Donc, PEGI 18, violence, drogue, violence en gros. OK, écoute, vas-y, envoie la réponse si tu veux bien, Justine. Alors, on va voir qu'il y a deux types. Il y a effectivement du PEGI 16, du PEGI 18, mais bon, ça, j'ai jamais trop compris la différence entre ces deux PEGI, surtout sur un jeu. Alors, il y a toute une série de Call of Duty, je crois qu'on en est à la 20 ou 25e version. Il y a certaines versions, elles sortent, elles sont en PEGI 18 et d'autres, elles sont en PEGI 16. Je ne sais pas pourquoi. Donc, bien évidemment, jeu online, violence et langage grossier. Mais pas de drogue. Là, on est sur un jeu de guerre. Ils sont là juste pour se shooter, au sens pistolet. Alors, le fameux Fortnite. Je sais que beaucoup de parents ont des problèmes avec le jeu Fortnite. Alors, ça s'est un peu calmé quand même, non? Ça s'est calmé parce qu'il y a d'autres jeux qui ont commencé à arriver. De toute façon, c'est des modes. PEGI 13 avec violence. Il ne faut pas toucher à ça. Violence. PEGI 14. Alors, ça n'existe pas 14. C'est 12, 16, 18. 3, 7, 12, 16, 18. Donc, peut-être que 16, vous vouliez dire, je ne sais pas, ou 12. Et il en manque encore un important, très important. Ouais, les achats. Eh oui, c'est ça. Les achats intégrés et online, bien évidemment. Alors, vas-y, tu peux mettre la réponse, s'il te plaît. Alors, sachez que c'est 12 ans, Fortnite. Alors, vous savez comment ils ont réussi ce tour de force? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'ils ont réussi à faire que ce soit des personnages en cartoon et qu'il n'y a pas de sang. Pourtant, on est vraiment à se tirer dessus avec du fusil à pompe. Le but du jeu, c'est le même que si on reprend Call of Duty, c'est-à-dire qu'on part à 100 sur une carte et il faut être le dernier à rester survivant sur cette carte. Ça veut dire qu'il faut tuer tous les autres. Donc, le but du jeu, c'est quand même de tuer tout le monde. Mais du fait qu'on soit avec des personnages cartoon et qu'il n'y ait pas de sang, eh bien, on est sur du 12 ans. Donc là aussi, c'est des détails. Au démarrage, Fortnite, c'était pour les soldats. C'était quelque chose qui avait été créé pour les soldats. Ça ne marchait pas du tout. Oui. Et ils ont fait appel, pour gagner de l'argent, à une psychologue française qui a justement mis ces espèces de loot box, voilà, de choses intégrées qui fait que ça devient addictif. Et aujourd'hui, on en est à Fortnite utilisé par énormément de nos jeunes enfants. Alors, l'autre chose qui rend l'achat intégré, entre guillemets, obligatoire, je dirais, c'est qu'au départ, quand on commence dans Fortnite, tous les personnages se ressemblent. Et pour pouvoir justement être un peu différent des autres, eh ben, on va devoir acheter des costumes, on va devoir acheter des armes. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est… Effectivement, vous aviez raison, la dame qui disait tout à l'heure, au-delà d'être des multinationales avec beaucoup de moyens, c'est surtout qu'ils ont engagé je dirais des personnes qui connaissent vraiment bien le cerveau, que ce soit des psychologues, des neurochirurgiens, neurochercheurs, et qui arrivent à justement faire des choses qui soient totalement addictives. Donc, c'est sûr. Donc, Fortnite, pour la petite histoire, moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'histoires à la médiathèque avec des parents qui n'étaient pas très contents parce qu'ils avaient interdit à leurs enfants de jouer à Fortnite et ils leur disaient qu'ils allaient à la médiathèque. Et en fait, quand ils venaient les récupérer, ils se rendaient compte qu'ils jouaient à Fortnite à la médiathèque et qu'ils n'étaient pas en train de lire un livre. Donc, on a décidé, nous, d'interdire Fortnite à la médiathèque. Je ne les laisse plus jouer à Fortnite. Alors, un jeu qui marche très bien en ce moment, Roblox. Surtout chez les 12-14 ans, 9-14 ans, on va dire. Donc, c'est un jeu où il y a, en fait, c'est une plateforme en ligne. Alors, PEGI 7, je pense que vous voulez dire, Audrey, parce 7. que PEGI 8, ça n'existe pas. PEGI 7, voilà. Alors, PEGI c'est un 7, jeu qui est pas forcément… on n'a pas besoin d'acheter le jeu. C'est un site en ligne
Alors, il y a deux choses différentes. On a Roblox où on va pouvoir jouer à plein de petits jeux et Roblox Studio qui est quelque chose de très intéressant où là, on va pouvoir concevoir ces jeux vidéo et qui peut donner envie aux enfants de connaître, de commencer à programmer, à créer des jeux. Alors, je vous l'ai mis quand même parce que celui-ci va quand même faire apparaître violence, peur et achat intégré. Donc, il y a certains jeux, parce que dans Roblox, lorsque vous vous connectez, il y a des centaines de jeux. Il y en a qui font plus peur que d'autres. Hein, donc, faites attention quand même. Roblox, il faut regarder. Pareil, si votre enfant joue à Roblox, il faut lui demander dans Roblox à quel jeu il joue. Moi, je sais qu'à la médiathèque, j'avais des gamins, je leur demandais à quel jeu ils jouaient. Ils jouaient à un Roblox où ils se mettaient ensemble et il fallait qu'ils aillent braquer des banques. Et ils avaient 7 ans. Mais c'était ce à quoi ils jouaient sur Roblox. Donc Roblox peut aussi faire peur. Alors ça, c'est un jeu qui marche très bien de plus en plus chez les ados, hein, Apex Legends, un jeu un peu, on va dire, le renouveau du jeu Doom, hein, pour ceux qui ont connu, un jeu où on s'affronte dans des couloirs. Donc vous avez une petite image hein, déjà qui peut vous donner une idée, hein, on voit quelques fusils. À votre avis alors, quel Peggy? Violence, 18, violence. Ouais, celui-là n'est pas encore très connu. Hein. Alors, juste avant que tu Oui, répondes, oui, bien sûr. j'ai toujours joué aux jeux vidéo de la Game Boy à la PS5, on doit être à peu près de la même génération, et je recommande à tous les parents d'accompagner leurs enfants, comme cela a été dit, peu importe l'âge. Les jeux genre Fortnite, LOL et autres jeux compétitifs sont dangereux pour les enfants. Je recommanderais plus des jeux narratifs genre Final Fantasy et autres selon l'âge. Le choix du jeu doit être vraiment contrôlé pour éviter de voir son enfant jouer à GTA V. Je pense qu'on en parle après, Juste non? après. Voilà. À 10 ans. Voilà, juste voilà. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Surtout que maintenant, il y a vraiment même des studios indépendants français qui font des jeux narratifs qui sont incroyables. Hein. Je vous parlerai d'un jeu tout à l'heure où je peux vous en parler maintenant. C'est un jeu qui s'appelle Flower, où vous êtes un pétale de fleurs et vous devez, à travers le vent, vous déplacer à travers toutes des cartes et tout. C'est un jeu qui est magnifique. Il y a le jeu Grey aussi qui est magnifique. Enfin, il y a des jeux qui sont effectivement narratifs qui Après, sont je vous superbes. invite aussi à aller regarder notre visio sur les Serious Games qu'on a fait. Il y a pas mal de temps quand même maintenant, mais ça peut donner aussi des idées de jeux sympas. Donc Apex, ben, c'est un jeu de 16, donc violence, hein, bien sûr, achat intégré. J'ai arrêté de mettre online, hein, puisque maintenant, en fait, tous les jeux sont online. Et donc, ben, effectivement, pour terminer, hein, le fameux GTA V. Alors, avant que vous répondiez, sachez quand même que ça a été le jeu culturel le plus vendu. J'étais en train de regarder tout à l'heure GTA vente, GTA V vente. C'est incroyable. Je crois qu'il y a eu plus de 150 millions de jeux vendus. C'est un record sur ce type de jeu. Et à un moment, c'était même le bien le culturel le plus vendu en France, plus que les CD, plus que les DVD, plus que les livres. Audrey ne connaît pas du tout. Tous les Ah, pictogrammes pour Jean-Michel, Michael, je pense. oui, donc effectivement, vas-y. Ben, écoute, là, c'est Oh, effectivement plus de suspense. Oh. Donc, faites attention, bien évidemment. Quand on a tous les pictos, forcément, ça va être au-delà de 18 ans. Alors, dans ce jeu-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est bien évidemment qu'il a tous les pictos, mais c'est les valeurs que véhicule le jeu. C'est-à-dire que dans le jeu, vous êtes un dealer, vous êtes un braqueur de banque, Vous êtes un tueur. vous êtes un tueur à gages, voilà, vous torturez des gens. Il y a des scènes de torture où vous devez leur arracher les dents, vous devez leur mettre des coups de perceuse dans le genou s'ils ne parlent pas. Et effectivement, comme l'a dit une personne tout à l'heure, moi, j'ai des gamins qui viennent à 12 ans, ils me disent, j'ai fini GTA. Ça me laisse un peu pantois parce que même moi, des scènes m'ont choqué. Donc, je ne comprends pas comment des jeunes peuvent jouer à ça. Ils me disent, oh non, c'était rigolo, je me suis bien amusé. Voilà. Donc, c'est vrai que ce jeu-là fait vraiment, je dirais, scission parce que, alors, autant les jeunes qui ne peuvent pas y jouer sont un peu dégoûtés parce qu'ils voient les autres jouer. On a un problème également dans les fratries parce que le grand frère joue et donc le petit regarde sans y jouer, mais il voit les scènes également. Donc, ça, c'est un des jeux. Ah oui, oui, des jeunes de 12 ans, je vois dans le chat qui jouent à GTA, c'est choquant, oui, tout à fait. Pour moi aussi, hein, c'est tout à fait choquant. C'est pour ça que c'est effectivement, je le redis, mais vous l'aviez déjà dit, enfin, tu l'as déjà dit, on l'a déjà dit, et vous le savez, c'est important que nous, parents, encadrants, on rappelle justement ces PEGI, ces pictogrammes,
justement pour éviter voilà, que notre enfant se retrouve avec un GTA alors qu'il n'a pas l'âge Alors, requis. pour ceux qui veulent vraiment avoir une information plus complète sur les pictos, je vous mets le site là. Vous avez vraiment tous les pictos qui sont décryptés avec à chaque fois, selon les âges, le crypto, c'est-à-dire vraiment l'explication, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la violence mini-réaliste, etc. Mais là, c'est expliqué picto par picto. Tu l'as envoyé là? Ouais, ouais, j'ai hâte de le mettre sur le chat là. T'es sûr que tu l'as mis pour tout le monde parce que je le vois pas? Ah, message direct. Ah oui, effectivement, c'est parce que j'étais tout à l'heure avec Hubert, donc je le remets. Voilà. Ok, super. Et Pédagogeux, il était apparu tout à Ah l'heure, ouais, je ne non, sais pas. mets-le aussi du coup, je Ah, pense. ok, je vais le remettre pédagogeux. Pédagogie. Ouais, tout à l'heure, je ne l'avais pas mis. Alors, elle est où? Pédagogeux. Hop. Voilà. D'ailleurs, il y a un petit dossier Noël hein, sur pédagogeux. Voilà. Donc oui, GTA très très difficile. Alors, on a mis une petite typologie des types de joueurs de jeux vidéo. Donc, bon, celle-ci, elle est assez rigolote. Donc, vous avez à gauche ceux qui jouent peu, les joueurs casuels, hein, qui représentent quand même 33% des joueurs. Ceux-là, c'est ceux qui vraiment jouent plutôt sur leur téléphone, qui n'ont même pas de console ou d'ordinateur, téléphone ou tablette tactile. Après, on va avoir ceux qu'on appelle les joueurs conviviaux, donc là, 29% des joueurs, qui jouent souvent, mais pas très longtemps. Eux vont plutôt privilégier le côté social et jouent que quand ils sont avec des gens, en fait. Hein. Ils ne vont pas jouer tout seuls de leur côté. On va avoir ceux qu'on appelle les actifs engagés. Donc, eux, c'est pratiquement une utilisation du jeu vidéo quotidienne et souvent sur leur ordinateur et en ligne. Et ceux qu'on appelle les technophiles, alors ceux, c'est majoritairement de toute façon des hommes, entre 10 et 24 ans, et qui jouent quotidiennement, donc soit sur console, mais également sur plusieurs supports, c'est-à-dire que quand ils décrochent d'un support, ils vont aller sur un autre. Donc, majoritairement en ligne et qui appartiennent à une ou plusieurs communautés d'un ou plusieurs jeux. Donc, c'est pour ça qu'ils y passent beaucoup de temps, parce que quand ils ont fini de jouer à un jeu vidéo, ils rejoignent une autre communauté à laquelle ils appartiennent dans un autre jeu vidéo. Donc, effectivement, si on fait le ratio, 19%, on va dire, des enfants pourraient être des joueurs qui sont à plusieurs heures par jour. Petite parenthèse, juste pour vous donner un petit exemple, on va refaire un petit quiz. Je suis intervenu auprès de toutes les classes de 4e au collège de Légano, notamment sur les temps d'écran. Et on a demandé aux enfants de nous sortir leur téléphone et on leur a demandé d'aller voir dans paramètres et vous avez contrôle parental, temps d'écran. Et on a regardé un peu le temps qu'ils passaient uniquement sur leur téléphone portable. Donc, je vais demander aux parents qui me mettent en moyenne si, à votre avis, combien de temps passaient les jeunes, donc de 14 ans, hein, majoritairement, puisque c'était des quatrièmes, uniquement sur leur téléphone portable, par jour. Hein. Audrey, ouais, ok, 3 heures Audrey, 4 heures, vous êtes gentil, hein. 10 heures, 5 heures. Donc, effectivement, on a pas mal de réponses. Mais alors, je fais toujours une distinction. Effectivement, les filles sont quand même moins sur les écrans. Donc, les filles, on était aux alentours de 4 heures. Donc, notamment beaucoup sur TikTok, sur Instagram. Et les garçons ont passé à bien 5, 6, 7, 8 heures par jour sur les téléphones. Et pour vous dire, celui qu'on a croisé qui passait le plus de temps, il était à 38 heures par semaine sur son téléphone portable. Donc, vous imaginez autant qu'une semaine de travail. Et Et on n'est que uniquement, sur le voilà, on n'est que sur le téléphone portable. Mais après, je vous invite aussi à regarder, hein, vous, chers parents ou chers adultes, à voilà. regarder aussi le nombre de temps passé sur votre téléphone également. Oui, et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que donc, moi, personnellement, dans mon téléphone, donc c'est paramètres, je ne sais jamais, c'est un nom bizarre, paramètres, notification, moi, c'est quoi? Moi, sur mon téléphone, c'est paramètres, bien-être numérique et contrôle parental. Et vous avez donc le temps que vous avez passé sur votre téléphone, le nombre de fois où vous l'avez déverrouillé, le nombre de notifications que vous avez reçues également. Et il y a aussi l'application la plus utilisée, non? Enfin, non, il n'y a pas ça, toi? Parce que moi, il y a ça. Oui, oui, le nombre Ouais. d'applications, bien sûr. Hein. Et après, il y a quelques applis qui sont, enfin, dans quelques modes qui sont sympas. Nous, c'est quoi? Ils sont drôles ce soir, j'adore. Il y a La Liam banque, les qui mails. dit, oui, mais nous, c'est KidsCare, Doctolib, la banque, les emails. Non, D'accord, non, ok. on disait d'aller voir sur les téléphones de vos enfants. Oscar, vous viendrez regarder le replay du coup, la suite.
Voilà, donc n'hésitez Merci. pas à aller voir sur les téléphones, vous leur dites de leur montrer un peu. Et surtout, j'invite les parents qui vont aller voir sur les téléphones d'inviter leurs enfants à désactiver les notifications. Pour en revenir sur mon intervention au collège, sachez que comme ils sont inscrits sur plusieurs réseaux sociaux, qui sont sur plusieurs jeux vidéo, dès qu'ils allument le téléphone, alors là, c'est la farandole, hein. Il n'arrête pas de vibrer, de s'allumer, 10 000 notifications par jour. Donc, il faut vraiment essayer de minimiser aussi ce nombre de notifications journalières. Je félicite ma riche, je suis désolée si je dis pas bien le prénom, mais 1h43 aujourd'hui. Donc, je la félicite quand même. Euh, Alors, effectivement, donc je répète un peu ce qu'on a dit déjà depuis quelques temps. Donc, effectivement, le temps de jeu doit rester raisonnable. Donc, pour répondre à la question qu'on a eue tout à oui, l'heure, sur les 3-7 ans. 5 et 7 ans. 5 et 7 ans. Alors ça, c'est quelque chose à fixer, hein. Je pense que après, est-ce que déjà vous voulez que vos enfants jouent la semaine, oui ou non? Est-ce que vous préférez qu'ils jouent que le week-end? Donc ça, c'est à vous de moduler avec eux. C'est à vous de voir si effectivement, si vous les laissez 2 heures devant un jeu, est-ce qu'ils vont devenir agacés, énervés? Ça, c'est difficile de vous donner 1 heure, puisque ça, c'est vraiment chaque famille, chaque type de console, chaque type de jeu. Donc ça, c'est bien à vous de gérer ça avec vos enfants. Mais je pense Et que pour des d'autant enfants de... plus que, pardon, excuse-moi, hein, d'autant Vas-y, plus je t'en que prie. 5 et 7 ans, C'est pas pareil. par exemple, sur le 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron, ils sont pas du tout dans la même colonne. Donc, effectivement, et c'est là où c'est compliqué quand on a des enfants d'âge différents. Si on dit oui à l'un, bah, l'autre, il veut aussi. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, pour les dessins animés, jeux vidéo ou peu C'est importe, pareil. il faut diminuer le temps. Enfin, il faut déjà mettre des alarmes pour que votre temps soit vraiment compté, mettre vraiment des dessins animés assez courts en temps et préférer justement quelque chose qui va s'arrêter. Un DVD, voilà, comme ça au moins ça s'arrête. Parce que Netflix, par exemple, ou sur YouTube, ou peu importe, il y a quand même cette fonction qui est quand même assez voilà, enfin, ça Pernicieuse, hein. repart, voilà, donc ça peut s'éterniser. Juste, quand même se rappeler des 4 pas. Les 4 pas sont importants, c'est pas le matin, parce que le matin, c'est là où les enfants ont leur meilleure concentration, et s'il y a plein d'images, plein de choses qui bougent, ils vont être beaucoup moins concentrés, donc pas le matin. Pas le soir, puisque ça va avoir une conséquence sur le sommeil, on l'a vu. Pas pendant les repas, donc ça veut dire que les parents non plus, c'est pas pendant les repas. Et pas dans la chambre, pas d'écran dans la chambre. Donc déjà, si vous mettez ça en place, qu'en plus vous faites une espèce de charte, tu vas peut-être en parler, Stéphane, mais On peut reparler, oui. faites une charte, vous mettez les règles et vous définissez ensemble une demi-heure par semaine, enfin, je sais pas, enfin, je dis ça 2 heures par semaine, mais pas les soirs où il y a ça, ça, ça. Enfin, en tout cas, vous listez, mais surtout, vous mettez des choses qui sonnent parce que même nous, on est pris par le temps et ça devient vite compliqué. Je voulais également rajouter, tout à l'heure, je vous parlais des mécaniques de jeu. Donc, notamment, on a souvent des questions des parents qui disent, voilà, mais c'est toujours embêtant quand je l'appelle pour venir dîner le soir, il ne vient pas parce qu'il est en train de jouer. C'est pour ça qu'il est important de connaître la mécanique du jeu, parce que ce n'est pas la même chose si votre enfant il est en train de jouer à Gran Turismo et qu'il finit un circuit, que s'il est effectivement en train de finir une mission. Imaginez-vous, vous êtes en train de regarder un bon film au cinéma, puis vous en êtes à la moitié, puis on vient vous dire, ah non, non, arrête, maintenant il faut que tu viennes manger. C'est la même chose aux jeux vidéo, on ne vous stoppe pas comme ça d'un seul coup. Donc, il faut prendre le temps, lui dire, bon, ben voilà, le repas, il sera prêt dans une demi-heure. Tu gères ton jeu, tu finis ta course ou tu finis ton niveau, mais dans une demi-heure, tu viens. Je ne t'ai pas prévenu au dernier moment pour te dire, allez, stop, maintenant t'arrêtes, j'appuie sur le bouton et tu viens manger avec nous, hein. Donc, c'est pour ça que la mécanique du jeu, comprendre la mécanique des jeux, est-ce que je suis dans une mission, est-ce que je suis dans une course, est-ce que je suis dans un donjon, c'est quand même assez important. Il y a Richard qui dit qu'à son avis, il n'y a pas besoin de téléphone avant le collège. Alors ça, c'est dans chaque famille, voilà, chacun fait comme il veut, mais à partir du moment où on le donne pour la première fois, on accompagne. D'accord. Je vous invite aussi à aller voir donc, le 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Il y a Niam qui dit que Netflix, ça défile sans cesse, hein, effectivement. Hein, on peut y passer des journées entières.
Il y a Anders qui dit que pour lui, en tout cas chez lui, 30 minutes de jeux vidéo le vendredi soir, Mario là en l'occurrence, tous ensemble en récompense d'une bonne semaine à l'école. Donc tous ensemble, c'est très bien. L'enfant a 6 ans. Et c'est 30 minutes, c'est géré, voilà. Et donc, vous pouvez dans le 3-6-9-12, effectivement, ce que vous proposez, Anders, c'est quelque chose qui est envisagé. Tout à fait. Mais en plus, c'est vrai que le jeu vidéo peut effectivement servir aussi de levier à dire, bon, bah, écoute, pour les enfants un peu plus âgés, quand ils sont au collège, qui jouent tout seuls, si les parents ne jouent pas avec eux, bah, de dire, bah, effectivement, je t'accorde 1 heure ou 2 de jeux vidéo le week-end. Bah, tu me ramènes une mauvaise note, bah, c'est un peu de temps en moins. Tu me ramènes une meilleure note, bah, c'est un peu de temps en plus. On peut jouer aussi sur ce biais-là. Mais effectivement, donc il faut faire attention, comme on l'a dit, à chaque jeu son public, c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de respecter la signalétique PEGI au maximum. D'ailleurs, vous verrez que c'est assez étrange parce que lorsque vous allez acheter un jeu vidéo dans une grande surface, Carrefour ou autre, bah, vous verrez que les étiquettes, elles sont toujours collées sur les PEGI. Hein. Et en gros, comme ça, le prix avec écrit promotion pour pas que vous puissiez voir les PEGI. D'ailleurs, vous verrez que maintenant, ils ont été obligés de les mettre à l'avant et à Et l'arrière à de la boîte. l'arrière. Donc, bien sûr, attention aux valeurs véhiculées dans les jeux, hein. C'est-à-dire que chaque jeu a une construction, un scénario propre. Qu'est-ce qu'on y fait? Est-ce qu'on est là pour sauver une princesse ou est-ce qu'on est là pour tuer tout le monde? Attention aux valeurs, hein. C'est des choses qui vont rester aussi dans la tête des enfants. Attention aux dépenses, abonnement, et on l'a vu, ben, tout ce qui Vaut est mieux option acheter un téléphone. jeu une bonne fois pour toutes plutôt que ceux qui sont gratuits et qui finalement, les choses gratuites, généralement, c'est qu'il y a anguille sous roche quand même. C'est ça, c'est ça. Ben, comme tout ce qui est sur Internet. C'est ça. Et ensuite, donc, quelques signaux d'alerte qui peuvent alerter, je dirais, sur une consommation excessive, hein, parce qu'il y a, sur les dernières études même qui ont été faites, sur le dernier débat que j'ai eu avec Pédagogeux, l'addiction aux jeux vidéo n'est pas encore vraiment reconnue. Hein. On se rend Non, compte que si pratique certains jeux, excessive, pratique il excessive, parlera. exactement. Hein. On se rend compte que si les enfants sont beaucoup dans le jeu vidéo, c'est qu'il y a un souci souvent en dehors et ils se réfugient dans le jeu vidéo. Donc, bien évidemment, si on voit une baisse des résultats scolaires, des changements d'humeur. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle m'a fait trop rigoler hier. Il y a une maman qui arrive avec son enfant et il voit la console de jeu, la Switch. Il fait « Oh, maman, maman, je peux jouer ?» Et elle me dit bah, « Vous savez, on lui avait offert une Switch et il jouait à Super Mario. » Et à un moment, le gamin de lui-même est venu rendre la console à sa maman et lui a dit « C'est en train de me rendre fou. » Et le gamin lui a dit « Dès que je joue pas, même quand je suis à l'école, toute la journée, je suis en train de penser au circuit que je vais faire le soir en rentrant. » Et là, donc, j'ai joué avec lui quelques parties de Super Mario et il a fait à maman, bon, ben ça va, comme ça, une petite heure, ça me rend pas fou. Donc, il y a certains enfants qui, eux aussi, se rendent compte du fait qu'ils sont vraiment dans le jeu vidéo et qui ressentent que ça leur fait des effets. Hein. Donc, bien évidemment, les changements d'humeur, l'abandon des autres activités. Hein, si l'enfant jouait au foot et que finalement, il joue plus que à FIFA sur la console, hein, perte de sommeil et troubles alimentaires sont donc des signes d'attention. Alors, je vois qu'il y a un long message. Ouais, alors attends, parce que moi, ça a bugué. Alors, Alors, il y savez-vous a, que c'est… savez-vous qu'au CIV, les enfants peuvent utiliser leur téléphone en dehors des classes? C'est dramatique. En sixième, les enfants ne se connaissent pas, mais jouent ensemble à chaque récréation. Le statut de cité scolaire de l'établissement fait qu'ils peuvent voter ses propres lois en termes d'usage téléphonique. C'est honteux car discriminatoire et pratique excessive pendant la journée d'école. Comment se battre contre un tel système quand les administrations a baissé les bras faute de staff pour surveiller les jeunes? Alors, moi, j'interviens au CIV, mais j'interviens plus au lycée sur les addictions. Après, je suis pas au courant. Toi, tu es au courant par rapport au fait qu'ils aient Non, les pas du tout. Non, téléphones autorisés? non pas du tout. Non. Alors, Richard, on ne peut pas vous donner des limites d'heures pour chaque âge parce que c'est en fonction vraiment de vous. Pour les ados, par exemple, il est conseillé de ne pas dépasser 2 heures par jour sur tous les, 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 Les les écrans, les écrans, supports. sur tous les écrans confondus. Euh, euh, Là, par exemple, quand ils sont à l'école et que c'est sur la tablette parce que c'est pour l'école, ça n'en fait pas partie puisque ce n'est pas ce qu'ils ont souhaité. Maintenant, pour les plus jeunes, c'est vraiment… En fait, ce que je peux vous dire, c'est que à partir du moment où ça devient problématique, comment on fait pour savoir si c'est problématique?
vous arrêtez. Par exemple, si votre enfant, tous les week-ends, vous le laissez faire 1 heure de jeu ou de regarder la télé ou peu importe quoi, et ben ce week-end, vous dites, bon, bah, ce week-end, on ne le fait pas. Si, par exemple, quand vous lui dites non et qu'il ne le fait pas, il est sur les nerfs, il parle mal, il n'est pas comme d'habitude, il est stressé, bah là, c'est qu'il y a un côté où il y a une pratique excessive, en tout cas, de l'écran en question. Donc, en fait, il va falloir regarder les signaux d'alerte dont vient parler Stéphane et adapter à chacun. Le 3, 6, 9, 12, donc avant 3 ans, pas d'écran. D'accord. Ou alors, on peut utiliser les outils numériques, mais c'est toujours accompagné et c'est vraiment dans le but de jouer ensemble. D'accord. 3 à 6 ans, on fixe des. Ça, c'est les 3, 6, 9, 12 de Serge Tisseron. Moi, je n'invente rien. Hein. On fixe des règles claires sur le temps d'écran. On va respecter donc les âges indiqués, etc. On interdit les outils numériques pendant le repas, avant le sommeil, enfin les 4 pas que je vous ai dit. Et là, on va jouer à plusieurs. 3 à 6 ans, c'est on joue à plusieurs. Il ne joue pas tout seul sur un jeu. Le 6-9, les tablettes, la télévision, l'ordinateur, c'est dans le salon, pas dans la chambre. On paramètre les consoles de jeu, on discute avec son jeune de ce qu'il voit, de l'intimité, du droit à l'intimité, droit à l'image. Enfin voilà, on essaye de lui expliquer enfin, en gros, les écrans, ce que c'est, tout ce qui peut sortir de là, tout ce qu'on y met, hein, que si je mets quelque chose sur Internet, ça y reste. Enfin voilà, on commence à mettre un peu les règles de ce qui se passe donc sur les écrans. 9 à 12 ans, c'est l'âge, on détermine en tout cas l'âge à partir duquel il va avoir un téléphone portable. Il peut aller sur Internet, mais vous l'accompagnez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de. On lui rappelle, on parle avec lui sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il fait, voilà. Et après 12 ans, il peut commencer à surfer tout seul sur Internet à partir du moment où vous l'avez accompagné. Vous parlez ensemble de tout ce qui est téléchargement, tout ce qui est plagiat, pornographie, harcèlement. Pas d'écran quel qu'il soit la nuit. Voilà, j'essaye de me rappeler ce que dit le 3, 6, 9, 12. J'ai mis le lien sur le chat. Hein. Ah, super. Tu l'as bien mis à tout le monde parce que je ne l'ai pas Ouais, vu, je crois. encore? Oh, c'est pourquoi je suis tout le temps avec une lettre à côté. Voilà. Moins il y en a, bah, mieux vous pourrez gérer. Par contre, en fait, au-delà du temps, il y a des règles. Par exemple, quand on donne le premier téléphone à son enfant, c'est peut-être de lui dire, bah voilà, ok, tu as un téléphone parce que j'ai besoin de savoir où tu vas, où tu es. Enfin, généralement, ça commence comme ça. Mais je veux que le soir, il ne soit pas dans ta chambre. Ça, c'est une règle que vous pouvez mettre. Le téléphone, il est posé en bas, il charge, enfin en bas dans le salon, je ne sais pas où, il charge et il le récupère le matin. Mais c'est des règles qu'il faut mettre dès maintenant. Si vous ne les mettez pas dès maintenant, effectivement, s'il a déjà eu son téléphone dans la chambre, C'est après, foutu. pour l'enlever, c'est C'est compliqué. foutu. Ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Ça, je suis tout à fait d'accord avec J'aimerais avoir des toi. recommandations. Ok. J'aimerais avoir des recommandations des limites d'heure, donc ça on vient de le faire. C'est le problème, personne ne le sait, mais c'est une réalité. En fait, c'est pas qu'on ne le sait pas, c'est que si on vous dit pour les 3-6 ans, c'est une demi-heure, voilà, mais finalement, vous, c'est un peu plus parce que finalement, il y a des moments où c'est plus facile dans votre vie, etc. On ne veut pas enfin, voilà, vous flageller, je ne sais pas comment on dit, mais c'est vrai que chacun est différent chez soi. La tolérance qu'on a face à un écran n'est pas la même non plus suivant les familles. C'est plus Non, elle disait qu'elle parlait du téléphone au CIV, en fait. en seconde. Alors, En c'est pas qu'au sixième. CIV. Hein. Ah, en sixième. Ah voilà, parce Mm, que j'allais dire, mm. en fait, au lycée, le téléphone est autorisé. Après, là, au collège, les téléphones ne sont pas spécialement autorisés. Mais enfin,
je pense effectivement qu'ils doivent quand même se cacher un minimum, non? Ou même pas. Je sais pas, apparemment, Audrey dit que si, que c'est autorisé. Bah, écoute, tu te renseigneras. Il y a des Ouais, zones. alors je vais me renseigner parce qu'en plus, donc, nous, on est financé par l'ARS sur justement tout ce qui est écran et on fait des conférences par an et on intervient dès la primaire. Et c'est vrai que bah, dans les collèges, c'est souvent demandé et notamment parce que je sais que les professeurs eux-mêmes font des groupes WhatsApp, Exactement. font, Discord voilà. aussi. Discord, ils demandent d'avoir des Discord, groupes alors Discord. Discord, ça, c'est encore pire, je pense. Ah ouais, non, mais je sais qu'ils me l'ont dit, là, les quatrièmes, il y a certains profs, Voilà. donc notamment les profs de physique ou de maths qui sont un peu plus high-tech, leur demandent de créer des groupes Discord pour travailler entre eux, quoi. Voilà, donc OK. Il y a une appli comme Family Link qui permet de Hum, bloquer le téléphone, mais on vous rappelle sur toutes ces applications, le mieux, c'est vraiment que l'enfant prenne conscience. hum, hum. Prenne conscience. Et en fait, si on le bloque, bah, quand vous allez enlever, parce à partir d'un certain âge, vous allez enlever, bah, le risque, c'est qu'il ne l'ait pas fait de lui-même. Donc, c'est bien de lui dire, bon, bah, là, maintenant, c'est l'heure, on le range, et donc, c'est de lui-même qu'il le fasse. Mais c'est bien aussi, enfin, voilà, si vous êtes team appli, ça marche aussi. Effectivement, là, on a quelqu'un qui nous dit qu'elle utilise une appli de contrôle parental et que c'est une vraie source de conflit. Bah, voilà, nous, on est pour le dialogue, mais après, Hum, hum, hum. alors, bon, après, il y a plein de. Ouais. Il y a Onikit Sinfal, il est interdit. Contrôle parental, une vraie source de conflit, tu l'as dit. Même Ouais, avec le contrôle le contrôle parental, il se parental, sent exclu ouais. du groupe car les autres copains jouent non-stop. Ok. Alors, ce qu'il faut savoir en plus, c'est que si vous mettez un contrôle parental et qu'ils sont avec les enfants, enfin les copains, ils vont aller aussi Sur sur le téléphone des copains. Si vous interdisez aussi, par exemple, les réseaux sociaux, ils vont se créer un compte sur le téléphone du copain. Enfin, voilà, C'est donc ça. c'est pour ça qu'on est vraiment pour le dialogue. Hum. Niam, elle dit, on se met d'accord et on l'interdit tous en même temps. Eh oui, c'est dur de contrôler. Ouais. C'est devenu très, très difficile, hein. C'est pour ça qu'on vous l'a dit tout de suite en préambule, vaut mieux dialoguer parce que c'est impossible de contrôler. Impossible. Je sais que même j'ai eu des histoires où les enfants gardent leur ancien téléphone et pour aller sur les réseaux sociaux, ils n'ont même plus besoin d'avoir une carte SIM. Il suffit de se contrôler sur de se connecter sur le Wi-Fi. Donc, c'est devenu très compliqué à contrôler. Alors, j'essaie de changer la slide, ça a bugué. Voilà. Donc, bah, voilà, on était là, hein. Encouragez votre enfant à adopter des usages raisonnés en l'aidant à prendre conscience du temps qu'il passe devant les jeux vidéo. Exemple, avec des sabliers. Toi, tu avais dit avec des beepers, hein, des choses comme ça. Il existe des grands sabliers de couleurs avec des temps différents, une demi-heure, une heure. Donc là, effectivement, vous le mettez devant la console ou devant l'ordinateur. On voit le sable s'écouler et ça lui donne une idée du temps qui lui reste à jouer, à finir sa partie avant d'aller faire ses devoirs ou d'aller vous rejoindre pour dîner. Donc ça, effectivement, c'est prendre conscience. Donc c'est aussi pour ça que je disais le contrôle, aller voir dans le téléphone pour leur faire prendre conscience. Nous, on a des gamins, ils se sont rendus compte qu'ils passaient beaucoup de temps sur le téléphone, hein. Quand ils ont vu, ils se sont dit non, c'est pas possible, je passe pas autant de temps sur le téléphone. Ah ben si, 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 si. Je suis vraiment de la même génération qu'Anders. Effectivement, Anders parle Ça, du Club Dorothée, c'était la Camus télé. survivant. C'est vrai. Et alors, il y a aussi plusieurs types d'écrans. Il y a les écrans passifs et les écrans actifs. Et la télé est un écran passif. Et pourtant, à notre époque, on n'en faisait pas autant d'histoires. Mais ceci étant dit, la télé, ce dont on oublie, nous parents, donc c'est vrai que les réseaux sociaux, ça nous pose problème, les jeux vidéo, ça nous pose problème. Enfin voilà, en tout cas, on a cette crainte avec tout ça et beaucoup moins avec la télé et notamment avec le journal télévisé. Quand on met un journal télévisé, il n'y a rien de plus violent pour un enfant parce que c'est la réalité. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière c'est un film, c'est des acteurs, ça n'existe pas, etc. Donc faites attention, cette télé qui a un écran passif, vaut mieux un bon jeu vidéo qu'un écran passif. Parce qu'effectivement, là, il vous a parlé des jeux principalement de guerre, etc. Mais il y a plein d'autres jeux où on peut apprendre plein de choses, on peut voyager, voir des choses qu'on verra jamais, apprendre une langue, etc.
Donc, il n'y a pas que du négatif et faites attention au journal télé. Et vous n'êtes pas à moitié fou, Anders, je ne pense pas. Mais c'était controversé aussi, le Club Dorothée, hein, Tout ceci. à fait, bah, avec les dessins animés qui sortaient, Ken le survivant, où on voyait des gens se faire exploser. Donc voilà, je voulais terminer effectivement sur jeux vidéo, en tout cas pas pour nous que du mauvais, puisque sur certaines études, il a été démontré que les enfants qui jouent aux jeux vidéo réussissent mieux certains tests, hein, notamment sur des capacités cognitives, sur l'espace tridimensionnel. Hein. Donc effectivement, quand on joue, que ce soit des jeux de guerre, on est toujours sur des cartes en 3D, on se déplace, on est obligé de connaître maintenant, en plus les cartes deviennent de plus en plus immenses, on est maintenant sur des univers ouverts qui peuvent faire, je ne sais pas, qui peuvent être traversés en plusieurs heures, donc on arrive à se repérer hein, sur des jeux tels que The Last of Us ou d'autres jeux, c'est des cartes qui sont immenses, hein. On arrive à faire plusieurs tâches en simultané. On a une intelligence déductive. Bah, effectivement, ça fait plusieurs fois que j'essaye de passer par ici. Je me fais tuer à chaque fois. Bon, bah, je vais peut-être essayer de passer par l'autre côté pour voir comment ça se passe. Donc, on formule des hypothèses et on définit des stratégies. Amélioration des réflexes psychomoteurs. Alors, celui-là, je l'aime bien, c'est développement des capacités de coordination musculaire. Donc, je vous ai mis la manette de la PlayStation. Donc, vous voyez quand même qu'il y a 4 boutons sur la gauche, 2 paddles, 4 boutons à droite, plus 4 gâchettes derrière. Donc, quand même, quand sur certains jeux, il faut utiliser tous ces petits boutons sans regarder la manette, un peu comme quand on conduit, hein, c'est devenu quelque chose d'automatique. Bah, là, on regarde l'écran, mais on est quand même obligé d'utiliser ces 12 touches qu'il y a sur la manette. Augmentation de la capacité de concentration, parce qu'il y a certains niveaux, pour les finir, on les recommence plusieurs fois, et si on n'est pas concentré, eh ben, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à arriver au bout du niveau. Donc, il faut quand même s'accrocher. Certains jeux sont devenus très, très, très difficiles à terminer, hein. Vraiment, on passe beaucoup de temps à les finir, donc il faut vraiment s'accrocher. Et évidemment, à force d'observer une carte, à force d'observer le boss, souvent, hein, vous savez, en fin de niveau, c'est les boss qu'il faut tuer. Ils ont toujours une stratégie d'attaque, quelques temps de latence sur lesquels nous, on peut les attaquer. Donc, on est obligé de l'observer, de se faire tuer plusieurs fois avant d'arriver à trouver la bonne formule pour pouvoir l'attaquer et le vaincre. Donc, vous voyez que sur le jeu vidéo, il n'y a pas que du mauvais. Moi, je pense que ça amène beaucoup de choses aux jeunes. Bien évidemment, on le répète, si ça reste un usage raisonné, que ce n'est pas un usage toxique, mais je ne pense pas que ça soit bon d'interdire à des jeunes, effectivement, de jouer à des jeux vidéo, parce que comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, ils vont être exclus du système social à l'intérieur du collège ou de l'école, parce qu'ils ne pourront pas parler du jeu vidéo, de tel ou tel jeu avec leurs copains, comme ils parlent de telle ou telle série Netflix qu'ils ont vue ensemble. Donc maintenant, de toute façon, le jeu vidéo est devenu omniprésent dans notre société. On a en plus en France beaucoup de studios qui développent des jeux vraiment formidables. Donc, bah, le jeu vidéo, c'est bien, mais effectivement, c'est comme tout, c'est sans excès. Alors, avant que vous nous posiez quelques questions, je vous ai fait quand même la petite hotte du Père Noël avec quelques petits jeux que je recommande. Donc là, je vous ai pris que quelques jeux pour les plus petits, hein, évidemment pour la Switch. Donc le premier jeu, qui vient de sortir, c'est Légende Pokémon. Donc bien évidemment, les fameux Pokémon avec un monde libre. C'est la première fois qu'on a un monde libre dans les Pokémon. Ensuite, Kirby, que j'adore, qui est une grosse boule toute rose qui mange tout ce qu'elle trouve et qui peut se transformer en un objet. Par exemple, elle mange une voiture, elle devient une voiture. Donc, il est très rigolo. Un jeu qui est, je dirais, de conception assez rigolote, c'est Stray, où vous allez vous retrouver, vous allez être un chat. Un chat qui va devoir faire des missions, mais vous allez pouvoir, comme votre chat à la maison, défoncer le tapis, défoncer évidemment les canapés, mais vous avez plein de missions à faire dans un univers un petit peu où il y a des robots, des choses comme ça, qui est excellent. Et évidemment, le dernier qui sera la réunion de nos copains, les lapins crétins et Mario, qui promet d'être un jeu très rigolo. Ça va être un jeu de combat, un mélange entre l'univers de Mario et des lapins crétins, mais avec un gameplay et un jeu tactique qui promet d'être bien. Donc ça, c'est ma petite sélection de Noël pour les plus Pour les quel petits, âge, du coup? pour les maximum 12 ans, jusqu'à 12 ans maximum. Ok. Merci. Est-ce que vous avez des questions, même s'il y en a eu déjà pas mal Alors déjà, est-ce qu'on a pu répondre à peu près? Alors, je suis désolée, on ne vous a pas donné de temps de jeu, mais est-ce qu'on a pu répondre à vos questions? Est-ce que vous en avez d'autres? C'était très intéressant, on nous remercie. On a eu un groupe génial ce soir. Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas l'air d'avoir trop de questions. Alors, n'hésitez pas du coup à regarder les anciennes aussi vidéos, notamment sur les Serious Games. Et puis voilà, à aller donc sur Pédagogeux, aller voir le 36912. Audrey viendra te voir à la médiathèque. Avec plaisir. J'y suis les mardis après-midi, mercredi après-midi et samedi après-midi. Sachez en tout cas qu'on intervient dans les écoles primaires de Valbonne également, je ne vous l'ai pas dit, donc dans les classes de CM1 sur le sommeil et les écrans, et après sur la gestion des émotions en CM2 pour le passage en sixième. Et donc effectivement, les écrans, vos petits, donc en CM1 depuis maintenant pas mal d'années, connaissent les PEGI, connaissent un peu ce qu'on peut faire, pas faire, etc. Sur les jeux vidéo. Donc, j'espère qu'ils vous en auront parlé. Ou, voilà. Parce que du coup, vous aussi, vous devez être au courant. Donc, c'est bien on vous ait vu aujourd'hui. Et Voilà. moi, de mon côté, si les parents le souhaitent, vous demandez au chef d'établissement et on peut intervenir également dans les écoles primaires auprès des CM2 avant qu'ils rentrent en sixième, notamment sur les écrans et puis avec des petits dessins animés de Vince et Lou qui sont deux petits personnages de dessins animés. On a un petit dessin animé de 2 minutes qui permet d'embrayer le dialogue sur une particularité. Ça peut être Internet, ça peut être le handicap, ça peut être plein de choses, la citoyenneté. Et donc, c'est évidemment gratuit pour les chefs d'établissement qui le souhaitent. Alors, rien à voir, mais je fais la pub pour ma prochaine conférence qui est aussi proposée pour Valbonne sur les IST, les infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc c'est le mardi 13 à 17h. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Passez tous une excellente soirée. Merci Stéphane, vraiment beaucoup, beaucoup pour la qualité de ton intervention. Avec plaisir. Merci aux personnes qui ont répondu au chat. C'était rigolo ce soir. On a Ah, bien rigolé. vraiment. Très bien. J'adore. Revenez, revenez. Merci beaucoup. On vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, au plaisir de vous revoir sur d'autres conférences. N'hésitez pas. Certainement début d'année prochaine sur peut-être un autre sujet. Merci. Ou Bonne sur fête à les vous. IST la semaine prochaine. Je crois qu'il y avait nos réseaux sociaux après, Justine, Ah, sur le PowerPoint. alors, Professionnel. voilà. Voilà. Vous pouvez nous Ouais. retrouver également sur nos réseaux sociaux. Alors, nous, Safe Riviera, c'est pour les plus grands hein, quand même. Enfin, c'est pour les parents hein, Oui, c'est pour aussi les parents. s'ils veulent. Mais du coup, nous, on parle de santé sexuelle, d'addiction. Voilà, c'est de la réduction des risques. C'est pas trop sur les jeux vidéo, là, pour le coup.